Nous avons l'honneur de recevoir le vice-amiral d'escadre Lebas, préfet maritime de l'Atlantique. Amiral, vous avez rejoint la Marine nationale en 1987 et avez choisi la spécialité exigeante de pilote de chasse. Vous totalisez plus d'une centaine de missions de combat au Kosovo, en Irak, en Afghanistan. Vous avez par ailleurs commandé le porte-avions Charles de Gaulle, le groupe aéronaval en 2016 et la force navale multinationale luttant contre les trafics illicites en océan Indien. Au-delà de vos fonctions de chef militaire, vous portez également la charge d'une fonction civile, celle de préfet maritime de l'Atlantique. Votre aire de responsabilité s'étend de la Bidassoa jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel. Et sur ce vaste terrain qu'on pourrait qualifier de terrain de jeu, entre guillemets, vous exercez 45 missions, puisque un arrêté de 2007 vous confie 45 missions d'action de l'État en mer qui sont regroupées en 10 grands domaines tels que la sécurité maritime, la sauvegarde des biens et des personnes, la lutte contre les activités maritimes illicites notamment, ou la protection de l'environnement et encore la gestion des espaces protégés. Vous faites par le biais d'un dispositif original et singulier, vous le faites par le biais d'un dispositif original et singulier qui est celui de la collaboration interadministration en mer. Vous avez la charge de cette coordination, car le pays français est un des rares pays à faire reposer son système de l'AEM sur ce système original de collaboration interadministration, alors que dans beaucoup de pays, notamment les pays anglo-saxons, nous n'avons qu'une seule administration qui est compétente à la mer. Vous avez bien voulu répondre à notre invitation afin de faire valoir votre point de vue d'autorité régalienne en charge de la sécurité maritime et de la gestion de crise en cas d'accident. Je vous remercie et vous cède la parole pour évoquer avec nous la problématique que vous rencontrez en matière de transport maritime des marchandises lorsqu'il s'agit d'une intervention en mer. Oui, bonjour à tous. D'abord, je remercie le CEDRE de m'avoir invité à m'exprimer à l'occasion de cette journée riche d'échanges autour de la problématique des conteneurs. Alors, mon propos va surtout être axé sur l'intervention en mer pour traiter justement les accidents impliquant des conteneurs. Donc, c'est vrai que la standardisation et la protection qu'offre le conteneur ont largement conquis le monde du transport maritime, le monde du transport de marchandises, notamment et particulièrement dans le monde maritime. En 1999, 55 millions d'équivalents 20 pieds ont transité sur les mers et en 2019, avant la crise sanitaire, ce chiffre était environ 160 millions, soit une multiplication par 3 en seulement 20 ans. Alors que l'évolution exponentielle du transport de conteneurs a conduit à la banalisation, à la généralisation et le développement du stockage en pontée. Et donc, compte tenu du nombre de conteneurs désormais transportés en pontée, eh bien, il est important pour moi de traiter cette problématique des chutes à la mer qui ont une conséquence, qui peuvent avoir de fortes conséquences sur le trafic, ce que je vais vous démontrer. Alors, en Atlantique, eh bien, évidemment, nous sommes tout particulièrement concernés. En effet, la voie maritime, c'est une voie maritime majeure à destination des plus grands ports de l'Europe. Elle concentre un trafic dense avec des marchandises dangereuses et dans des conditions météorologiques souvent très dangereuses, avec des vents de travers, des houles fortes par le travers des bâtiments. Et puis aussi des conditions météorologiques qu'on continue pendant tout l'hiver, difficiles pendant tout l'hiver. En 2019, 42 000 navires, soit en moyenne 117 par jour, ont transité, ce qui représente 321 millions de tonnes de marchandises dangereuses qui ont traversé le DST de Ouessant. Alors, cette forte densité de navires pose un double défi aux préfets maritimes. D'une part, elle augmente naturellement la probabilité de perte de conteneurs ou de sinistres, notamment incendies, à bord des porte-conteneurs, mais aussi, d'autre part,
le risque de collision entre ces conteneurs qui auraient été perdus avec les autres navires qui empruntent les chenaux et qui empruntent la zone. Donc, par conséquent, ce type d'incident peut induire de très fortes perturbations sur le trafic, ce qui n'est pas neutre sur une voie maritime aussi majeure, aussi stratégique pour l'Europe. Donc, c'est un sujet important pour la façade atlantique, c'est un sujet important, évidemment, pour le préfet maritime de Brest. Alors, ce qui était relativement rare auparavant, la probabilité de ce type de scénario est en nette augmentation, très clairement. Depuis 15 ans, environ 1200 conteneurs ont été déclarés perdus dans la zone maritime atlantique, suite à 36 événements différents. Alors, l'exemple le plus marquant que je retiens, c'est la perte de 517 conteneurs du Swedenborg Maersk en février 2014, dans le DST de Ouessant. Pour ce qui est des sinistres à bord, les incendies de conteneurs, je cite évidemment un événement récent qui s'est produit il y a 2 ans, l'exemple du Grande America, qui nous avait mobilisés pendant de nombreuses semaines ici à l'amirauté de Brest. Alors, il est vrai que ces dernières années nous ont un peu épargnés pour ce qui est de la perte de conteneurs. Seulement 27 conteneurs au total déclarés perdus dans ma zone en 5 ans. Mais je reste vigilant et très humble vis-à-vis d'accidents tels que celui qui s'est produit à bord du MSC Zoé, un des plus grands porte-conteneurs en service, près de 20 000 boîtes, qui a perdu 342 conteneurs en mer du Nord entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Souvenons-nous qu'en moyenne, chaque année, 1400 conteneurs sont déclarés perdus par les compagnies maritimes. Les pertes de cet hiver sur les lignes France-Pacifique sont particulièrement éclairantes, voire même édifiantes. Plus de 1800 conteneurs ont été perdus en une seule fois par le One Apples, ce qui montre un peu l'ampleur, le volume que ça peut représenter pour nous qui devons intervenir ensuite pour les récupérer. Puis vous constatez aussi que la fréquence des pertes est quand même assez variable d'une année sur l'autre. Alors, une fois qu'on a posé la situation, eh bien, je vais maintenant vous décrire le déroulement d'une intervention déclenchée à la suite d'une perte d'un grand nombre de conteneurs. Ce scénario est d'ailleurs prévu dans le dispositif Orsec maritime de la préfecture maritime de Brest. Alors, face à un tel événement, la première action entreprise va être d'établir l'état des lieux. Et ça, c'est une action qui est souvent difficile à réaliser. Souvent, il est très compliqué pour l'équipage lui-même de savoir exactement ce qui s'est passé. Pour comprendre exactement combien de conteneurs ont pu être perdus, quelle est la situation du bateau, il faut faire une inspection visuelle, prendre des risques dans une mer souvent démontée, qui est la cause, bien généralement, du sinistre à bord. En parallèle, la préfecture maritime va aussitôt chercher à disposer du manifeste de cargaison en sollicitant l'armateur qui sera plus ou moins diligent à le transmettre. Et d'ailleurs, pour l'armateur, c'est souvent difficile d'avoir des informations valides, parfaitement consolidées. Il y a souvent des défauts dans les déclarations, dans les contenus des conteneurs. Et donc, voilà, il est pour moi important, primordial, de disposer de ces informations pour évaluer l'ampleur de l'événement et chercher à identifier quelles vont être mes priorités et puis aussi connaître le nombre de conteneurs à la dérive. En complément, donc, pour avoir les informations, il faudra aussi prendre contact avec les chargeurs pour disposer des connaissements et puis aussi pour affiner l'identification des marchandises transportées, comme je vous le disais. Est-ce que ce sont des matières dangereuses, leur inflammabilité, etc. Alors pour ça, évidemment, je dois disposer d'une équipe de gestion de crise qui s'attelle à un vrai travail de bénédictin, conteneur par conteneur. Ça prend des heures et des heures pour déterminer leur contenu, leur niveau de danger et ensuite, évidemment, à partir de là, définir mes priorités. Sans surprise, les priorités que je vais donner seront d'abord portées vers les conteneurs qui transportent des matières dangereuses ou polluantes, dans un premier temps, et puis aussi les conteneurs qui présentent
un risque pour la navigation et donc qui sont en train de flotter ou qui sont entre deux eaux, qui peuvent aussi représenter un risque de croche pour les pêcheurs. Et là, ça peut être aussi des conteneurs posés sur des fonds. Pour les matières dangereuses, il faut aussi prendre en compte, il faut bien sûr prendre en compte les caractéristiques physiques et chimiques des produits, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir. Pour ça, je suis aidé évidemment par le CEDRE, qui peut m'aider à faire l'analyse technique de la dangerosité des produits. Et puis le CEPOL aussi, de son côté, a débuté une campagne d'essai de nouveaux capteurs thermiques ou à analyse spectrale pour mieux mesurer le niveau de pollution chimique autour du conteneur avant de pouvoir intervenir sur le conteneur lui-même. Alors même si les volumes de produits dangereux à bord des conteneurs restent limités, si on compare avec les vraquiers, bien sûr, la façade, je prends quand même ce danger avec beaucoup d'intérêt et d'attention parce que la façade maritime atlantique présente un écosystème marin riche, diversifié, avec 190 aires marines protégées et puis dont 120 sites Natura 2000. Donc il existe des atlas de vulnérabilité par département pour recenser l'environnement à risque, faune, flore. Et tous ces atlas de vulnérabilité ont vocation à être intégrés dans ma réflexion et dans mon dispositif ORSEC. Et aussi, bien sûr, dans les dispositifs ORSEC départementaux. Tout ça pour illustrer, bien sûr, l'attention importante que je vais porter sur cette question lorsque je vais traiter les événements. Pour ce qui est des conteneurs présentant un risque vis-à-vis de la navigation et des croches, là, il faut évaluer les volumes et les masses afin de déterminer leur flottabilité. Et ce n'est pas très simple parce qu'il y a à bord aussi des produits qui peuvent être solubles et qui donc vont faire varier la flottabilité des conteneurs. Et en dépit de la standardisation des conteneurs qui ont fait leur succès, qui a fait leur succès, on peut quand même constater que chaque conteneur demande une étude particulière. Comme j'ai mentionné, le trafic est dense entre le Cap Finistère et le DST d'Ouessant. Il est donc de surcroît divers, composé de navires de commerce, de navires de pêche, militaires, de passagers, de plaisance, de navires de course aussi. On parle souvent, lorsqu'on évoque les accidents qui peuvent arriver dans le Vendée Globe, des OVNI, donc des objets flottants non identifiés. Donc évidemment, les conteneurs font partie de ces OVNI qui présentent un risque pour les coureurs du Vendée Globe, mais bien sûr plus généralement pour tous ceux qui naviguent sur la mer. Et donc, il va être important que je puisse rapidement identifier les zones où se trouvent ces conteneurs pour pouvoir publier des avis aux usagers, des avis de sécurité, à l'URNAV, etc. Donc, comme vous le voyez, la perte de conteneurs fait naître plusieurs risques: pollution du milieu, obstacles à la navigation, salubrité. Et puis, salubrité, j'entends bien pour la population terrestre sur les départements lorsque le conteneur se dirige vers aborder la plage. Donc, en cas d'incident, les toutes premières mesures que je vais être amené à prendre sont assez diverses. En premier lieu, je vais d'abord mettre en demeure le propriétaire de mettre fin au danger. À ce titre, je peux disposer de la toute récente ordonnance du 10 mars 2021 qui s'inscrit dans l'arsenal juridique à disposition du préfet maritime pour mettre en demeure le propriétaire ou agir d'office s'il ne répond pas, en engageant des actions dont les frais induits, bien sûr, pourront être remboursés par l'assureur. La mise en demeure est un outil efficace. C'est un outil aussi qui est très plastique, flexible, et qui me permet de préciser exactement l'effet attendu vis-à-vis du propriétaire de l'armateur. Ainsi, je peux exiger de l'armateur qu'il procède, par exemple, à une relocalisation précise des conteneurs, ou alors que des obstructions soient reportées sur la carte. Donc, à partir de là, moi, je peux publier des avis au navigateur. Ce qui permet évidemment d'atténuer les risques pour la navigation. Puis aussi, je peux lui demander de repositionner les conteneurs sur le fond dans les zones de pêche, de manière à pouvoir préciser aux pêcheurs où se trouvent les risques de croche.
Le préfet maritime peut également demander à l'armateur le relèvement du conteneur, si cette exigence est proportionnée, bien sûr, au danger. Par exemple, si le conteneur présente une toxicité particulière, ou si elle est matériellement réalisable. Je ne vais pas lui demander de faire ça, bien sûr, par 4000 mètres de fond. Voilà, donc, et puis aussi, il faut prendre en compte, bien sûr, dans ce cas-là, l'état des lieux du conteneur. Deuxième, en parallèle de cette action, de cette mise en demeure, hein, bien sûr, moi, ce que je vais lui demander également, ce que je vais agir pour obtenir un maximum de renseignements sur les produits tombés à la mer. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est fondamental pour évaluer les risques de pollution et les risques chimiques pour les populations. Il faudra aussi, troisième point, en parallèle, rapidement informer les navigateurs. Hein, j'ai déjà parlé de tout ça, à l'aide d'un navire-nav ou d'un arrêté du préfet maritime. D'un message de type Colder en cas de constatation d'un colis à la dérive, d'une communication de tous les renseignements obtenus, les coordonnées géographiques, la nature des produits au CROSS et au DTM, c'est-à-dire aux administrations départementales qui s'occupent des affaires maritimes, hein, pour la communication aux pêcheurs et à tous les usagers de la mer, et mettre en garde tout le monde, en fait, hein, contre le danger représenté. Quatrième point, je vais aussi informer immédiatement les préfectures de département pour alerter les services à terre afin que des précautions soient prises pour recevoir dans les meilleures conditions de sécurité les colis à la côte ou au port s'ils n'ont pu faire l'objet, et ensuite au port hein, s'ils ont pu faire l'objet d'un remorquage. Donc il convient également d'évaluer les risques pour l'équipage du bateau lui-même et d'estimer l'éventuelle répétition de la perte. Hein, donc éviter que, évidemment, essayer de consolider les amarrages, faire en sorte que le bateau n'en perde pas plus. Le MSC Zoé, précédemment cité, a perdu les conteneurs en 2 endroits différents. Donc c'est exactement ce que je veux éviter. Alors dans ce cadre, eh bien, je peux envoyer à bord une équipe d'évaluation et d'intervention qui viendra en renfort de l'équipage et qui me permettra aussi de disposer d'une appréciation objective, autonome de la situation. Une situation impressionnante quand le navire présente une gîte importante. On voit des photos de cette équipe d'intervention, d'évaluation sur des bateaux qui présentent près de 40 degrés de gîte et c'est vraiment très impressionnant. Enfin, l'évaluation des risques et par conséquent la définition de mes priorités peut évoluer au fil du temps. La réflexion est à mener de manière continue en fonction des informations qui nous arrivent pour être en mesure de réévaluer la situation et puis de refixer des nouvelles priorités. Alors pour ça, évidemment, je dispose d'une équipe de gestion de crise très robuste, avec beaucoup de personnel et qui m'accompagne dans toutes mes décisions. La deuxième étape, ensuite, une fois qu'on a géré cette urgence, ça va être le repérage précis des conteneurs qui sont tombés à la mer. Alors pour cela, le moyen privilégié est pour l'heure l'aéronef. Ceux de la Marine nationale disposent d'un savoir-faire spécifique, hein, tout à fait adapté pour ce type de recherche. Mais j'ai aussi utilisé des moyens satellitaires qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus perfectionnés, avec des résolutions de plus en plus fines pour qui me permettent aussi de compléter cette recherche. En dehors des repérages et puis des relocalisations, il y a, pour moi, eh bien, il est nécessaire aussi d'anticiper les dérives. Où vont aller ces conteneurs? Où vont-ils se déplacer? Parce qu'évidemment, en mer, tout peut bouger, tout est soumis à la dérive. Alors donc à cet effet, nous utilisons des bouées qui émettent la position GPS et puis qui émettent aussi un signal AIS, hein, qui vont être placés soit à côté des conteneurs, soit arrimés au conteneur lui-même, et qui vont permettre de suivre la situation et de retrouver ensuite très rapidement ces conteneurs pour aller les récupérer si nécessaire. Alors je me fais aussi aider par le comité de dérive qui est animé par le CEDRE et qui peut être activé, qui peut modéliser les mouvements à l'aide de l'outil MOTI, hein, un outil justement de calcul de dérive. Alors évidemment, c'est un travail qui paraît simple comme ça, mais qui est en réalité assez complexe parce que la flottabilité de chaque conteneur influe sur sa dérive en fonction de la prise au vent, de son niveau d'immersion. Donc il va être soumis plutôt au vent, plutôt au courant.
Et donc, à chaque fois, ça peut donner des résultats assez différents sur les modèles si on n'est pas assez précis. Donc, il faut bien intégrer avec beaucoup de précision la situation de chaque conteneur dans le modèle. Et puis, il faut savoir aussi que des conteneurs citernes, qui sont très étanches, peuvent dériver très, très, très longtemps. Donc, et puis, il y a aussi des conteneurs qui, au contraire, vont prendre l'eau et qui vont sombrer très rapidement. Et donc, on aura du mal à retrouver, évidemment, parce qu'ils seront positionnés par le flou. Voilà. On peut aussi, pour repérer ces conteneurs, utiliser des bateaux chasseurs de mines qui vont essayer de retrouver les conteneurs au fond quand les fonds ne sont pas très importants parce qu'ils représentent un danger pour les pêcheurs. Et puis aussi les pêcheurs qui, au bout d'un certain temps, vont repérer, peuvent aussi donner des indications précieuses pour retrouver nos conteneurs. Alors évidemment, l'idéal, c'est de généraliser au maximum l'installation de pingers sur tous les conteneurs de manière à pouvoir plus facilement les retrouver. Justement, les retrouver pour éventuellement les récupérer. Alors là, c'est une opération que je peux être amené à mener par moi-même lorsque l'armateur est défaillant et que le conteneur présente un risque soit pour la navigation, soit un risque de pollution, un risque chimique. Donc, à ce moment-là, je peux soit affréter, soit conduire par moi-même cette récupération à la mer, comme vous pouvez le voir sur les vues, qui est une opération toujours un peu délicate. Alors, je dispose de moyens nautiques spécialisés, les BSA sapeurs, et puis aussi les bâtiments de soutien et d'assistance en métropole, les bâtiments de la marine, les BSAM, le Rhône et la Garonne. Mais bien sûr, avant de récupérer un conteneur, il faudra procéder à une analyse fine de l'état de dégradation de la boîte avant de lisser, et puis aussi de vérifier sa dangerosité, notamment s'il contient des produits chimiques. C'est pour ça qu'on développe justement les caméras que j'ai évoquées tout à l'heure, les caméras qui permettent d'identifier un certain niveau de pollution autour de ce conteneur. Je peux aussi me faire aider par des moyens spécialisés de plongée, d'intervention sous-marine. Les moyens du CEFISMER, comme on le fait dans d'autres circonstances, par exemple, pour aller remettre des tapes pour boucher les vannes de pétrole sur le tannion. Voilà. Je passerai plus vite sur le risque à bord, notamment le risque incendie, qui était un énorme problème, évidemment, pour les bateaux. Intervenir sur des conteneurs en feu coincés entre une pile de nombreuses piles d'autres conteneurs, c'est évidemment très complexe. Ça ne pourra pas passer autrement pour être efficace que par des installations spécifiques qu'on appelle de nos voeux, sur lesquelles il faut absolument travailler, des installations d'arrosage en pluie dédiées, bien adaptées aux conteneurs. Évidemment, ces installations aujourd'hui n'existent pas. Donc, il y a bien sûr des équipes qui travaillent et moi, du côté du CEPOL, du côté de la marine, évidemment, on contribue à réfléchir à ce qui pourrait améliorer la lutte contre incendie à bord de ces conteneurs. Je souhaite aussi souligner que les capacités de ces navires ont été multipliées par 3 depuis 20 ans, alors que leurs moyens d'extinction ont été multipliés seulement par 2. Donc, il n'y a pas eu une adéquation dans l'investissement pour l'extinction contre les conteneurs par rapport à leur nombre. Et en même temps, les équipages ont été réduits de 25%. Voilà, donc on a les effets du gigantisme qui posent pour nous un vrai défi. Gigantisme du nombre de conteneurs transportés. Et puis, quand le bateau lui-même est touché, le gigantisme des soutes à carburant qui posent un vrai problème, cette fois-ci, de pollution majeure. Voilà, je prends l'exemple du géant HM Algeciras qui peut transporter près de 24 000 boîtes et qui dispose en plus de soutes de carburant de 12 500 tonnes de fioul. Donc le risque de pollution de grande ampleur est très réel. Le retour d'expérience de l'incendie puis du naufrage du Grande America, comme vous pouvez voir sur les photos, qui était pourtant un petit porte-conteneur, souligne toute la difficulté d'obtenir des informations sur le contenu des boîtes et toute la grande difficulté ensuite d'intervenir pour éteindre un incendie. C'est une opération qui nous a mobilisés pendant de nombreux jours. En conclusion,
Si le volume réduit des conteneurs limite, le volume réduit à l'intérieur des conteneurs, hein, je m'entends bien, limite à première vue le risque de pollution, la densité du trafic au sein des voies commerciales, combinée à l'augmentation du nombre de conteneurs embarqués sur les ponts, et puis la dispersion des dangers dans tout ce bric-à-brac de boîtes, complique singulièrement la gestion de la crise. La progression continue du transport par conteneur et les conditions de mer rude dans le golfe de Gascogne, hein, que tous les marins qui l'ont pratiqué connaissent bien, on en garde tous un souvenir ému, nous incitent à nous préparer résolument, continuellement à ce type de scénario. En complément, bien sûr, des scénarios plus classiques de pollution maritime d'hydrocarbures majeurs, hein, type Amoco Cadiz. Alors évidemment, la régularité de nos exercices, tous les semestres, permet une montée en puissance rapide, efficace de notre dispositif pour nous préparer à la gestion optimale d'une crise qui peut générer un très fort impact économique en bloquant les voies maritimes, en gênant la navigation, un très fort impact politique, évidemment, l'acceptation des populations par rapport au trafic si près des côtes d'autant de matériaux dangereux, médiatique et associatif. Je vous remercie de votre attention.